Bonjour, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la Bolivie. Alors, pourquoi la Bolivie? La première des raisons, c'est parce qu'il y a le premier tour des élections présidentielles le 18 octobre. Donc, nous allons vous donner les clés pour comprendre la situation politique en Bolivie, les candidats, ce qu'ils proposent, quels sont les enjeux de cette élection, et puis évidemment revenir sur le coup d'État qui a eu lieu l'année dernière, il y a un an, contre le président légitimement élu Evo Morales. Pour parler de tout ça, nous sommes très bien accompagnés, une fois de plus, sur lesdeuxrives.info. Nous sommes avec le journaliste Alex Anfruns. Nous sommes avec la défenseure des droits de l'État plurinational de Bolivie, Nadia Cruz. Et nous sommes avec Segundina Flores, qui est la secrétaire générale du mouvement de femmes paysannes et indigènes Bartolina Sisa. Donc, d'entrée de jeu, nous allons revenir sur les événements de l'année dernière avec le journaliste Alex Anfruns. Alex, bonjour. Sans plus attendre, ma première question, pourrais-tu revenir sur le coup d'État de 2019 en Bolivie? Que s'est-il passé l'année dernière? Merci pour l'invitation. En effet, la question des élections de fin 2019, c'est l'importance, c'est de voir la chronologie, comment les choses se sont déroulées. Il faut savoir que les mois précédant l'élection, nous avons déjà vu les candidats de droite, Carlos Mesa, annoncer qu'il y aurait une fraude et qu'il n'allait pas respecter les résultats des élections puisqu'il était convaincu que ça serait Evo Morales qui gagnerait encore une fois après 12 ans au pouvoir et que les résultats ne seraient pas valables. Donc, à partir du moment où le principal candidat de l'opposition avait annoncé sans cesse que la fraude allait se produire, nous avons vu se dérouler tout un scénario de coup d'État du XXIe siècle. C'est un peu le titre de l'article que j'avais écrit. J'ai expliqué que si on analysait les différentes tentatives de coup d'État des dernières années au Venezuela, au Nicaragua notamment, j'avais mis l'accent sur cet exemple-là, le Nicaragua. On pouvait constater que le même scénario se reproduisait, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, s'installait un climat de suspicion et en fait, tout un tas de gens, dans la confusion, allaient manifester, allaient créer une situation de violence dans les rues et cela impliquerait donc une situation de chaos telle que du coup, la légitimité du président allait être détruite. En fait, c'est un coup d'État parce que nous savons que donc, le problème qu'il y a eu, c'est que Evo Morales, il a renoncé suite à la suggestion, entre guillemets, de l'armée. Donc, à partir du moment où les militaires interviennent pour que Evo Morales renonce, nous ne pouvons pas dire que c'est un… voilà, les choses sont produites de manière constitutionnelle. Et nous avons clairement l'intervention des militaires. Et deuxièmement, nous avons eu surtout le rôle de l'OEA, donc l'Organisation des États américains, qui ces dernières années s'est caractérisée par un rôle véritablement d'ingérence dans les affaires dans les pays latino-américains. Au moment du dépouillage, c'est-à-dire au moment où les votes ont été comptés, donc il y a eu l'OEA est intervenue pour délégitimer les processus en faisant croire que cette fraude était réelle. Donc, il s'était produit une fraude. Bien sûr, il y a des complicités. Nous savons que dans les tribunaux électoraux, donc le vice-président, donc il avait à un moment donné donc aussi renoncé parce qu'il avait dit que des problèmes s'étaient produits qui mettraient en cause les résultats. Maintenant, si on regarde ça dans le contexte entier, réellement, la pression était telle et qu'on peut comprendre que
certain nombre de personnes, y compris donc jusqu'à arriver jusqu'au président, se soient vus contraints de démissionner. Et donc, tout ça, c'est une situation véritablement de coup d'État déguisé. Beaucoup de membres du gouvernement ont démissionné par menace contre leur famille, notamment des séquestrations aussi, des agressions directes. En fait, il y a des milices, des paramilitaires qui ont été dans les rues, qui ont harcelé de manière très directe toute personne qui défendait le gouvernement. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que pendant toute cette semaine qui a duré la crise électorale, nous avons eu des lynchages, nous avons eu des séquestrations, des agressions, pas seulement contre les membres, contre des membres de l'Assemblée nationale de la Bolivie, des journalistes, toute personne qui pouvait être associée d'une manière ou de l'autre au gouvernement ou au processus de changement d'Evo Morales. Alors Alex, il y a eu une résistance à ce coup d'État qui a été réprimé dans le sang. Les médias dominants ne se sont pas trop attardés sur le sujet. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette répression et sur les massacres qui ont eu lieu? Un certain nombre de journalistes travaillant dans la clandestinité m'envoyaient des documents bruts souvent, où on voyait des images terribles des répressions de l'armée. On voyait des scènes propres, typiques d'une occupation militaire, par exemple en Irak ou en Palestine. Et donc, face à cette situation dans laquelle on se dit, mais personne ne dénonce vraiment le niveau d'agression, de cruauté qui est en train de se dérouler en Bolivie. Dès les premières semaines, les choses se sont déroulées très vite avec donc logiquement un soutien populaire au gouvernement légitime d'Evo Morales qui est sorti dans les rues, notamment donc, dans la zone de l'Alto qui a toujours été très combative et aussi dans le tropico de Cochabamba. Nous avons eu donc pas mal de manifestations populaires, mais qui se sont terminées dans deux cas avec des hélicoptères qui tiraient sur la foule et donc des tirs à balles réelles, donc avec une trentaine de morts, si je me rappelle bien. Alors sur ce point en particulier, nous avons eu la chance de réaliser une interview de Nadia Cruz. Nadia Cruz, c'est donc la défenseure des droits de Bolivie, équivalent d'Obusman dans d'autres pays, et elle revient pour nous en exclusivité sur les deux rives, sur les violations des droits de l'homme et sur les massacres qui ont eu lieu en Bolivie à cette époque. Nous en profitons aussi pour remercier Alba Suiza et Gauche Hebdo qui nous ont permis de réaliser cette interview. Nadia Cruz, c'est à vous. En total, en las masacres entre Pedregal, Sacaba y Sencata suman 21 personas en intervenciones de fuerzas del orden. En el caso de Sacaba y Sencata, en las fuerzas conjuntas, y en el caso de Pedregal solamente con intervención policial. Ninguno de estos casos ha sido esclarecido. Incluso hay una posibilidad de que la cifra vaya subiendo. No necesariamente eran partidarios del movimiento del socialismo, especialmente en lo que es Pedregal y Sencata. En el caso de Sacaba se asume porque la población movilizada en ese momento era del trópico de Cochabamba, que es el bastión fuerte del movimiento al socialismo. Pero en el caso de Sencata y en el caso de Pedregal era población movilizada por bloqueos que no necesariamente tendrían que atribuírselo al MAS, podría ser, como ha surgido en muchos lugares, gente que se ha movilizado por el tema de la huipala, por el ingreso de una Biblia al palacio, por de alguna forma un desplazamiento o un aminoramiento de los pueblos indígenas, originarios campesinos. Ahora, han sucedido otro tipo de vulneraciones. Igual, nosotros hemos contabilizado alrededor de 1.504 personas arrestadas o aprehendidas. Igual el patrón es muy importante. Antes del 10 de noviembre, la cantidad de personas aprehendidas o arrestadas es mucho menor y mucho menos agresiva que la que tenemos a partir del 11 de noviembre. Sumándole adicionalmente que la mayoría de los que son aprehendidos o arrestados a partir del 11 de noviembre luego enfrentan procesos judiciales por sedición, terrorismo, apoyo al terrorismo o delitos similares y van ya cayendo con detenciones preventivas, es decir,
se va judicializando sus casos. Además, hemos identificado que existen muchos casos o denuncias sobre torturas y tratos crueles a partir del 11 de noviembre. ¿A qué me refiero? El accionar de la policía boliviana antes del 10 de noviembre y después del 10 de noviembre cambia notoriamente y a partir del 11 de noviembre se torna muchísimo más violento y agresivo hacia la población civil. Alors, la presse internationale avait suivi les événements et le coup d'État en Bolivie, en participant d'ailleurs à installer la matrice d'opinion d'une supposée fraude des partisans de Evo Morales. En tout cas, une fois le coup d'État joué, on n'a pas vraiment entendu parler des massacres et de la violation des droits de l'homme en Bolivie. Pourquoi les médias internationaux n'en ont pas parlé? On revient avec le journaliste Alex Anfrunz. Donc, dans ces deux endroits, donc Sacaba et Sencata, nous avons eu tout un processus de diffamation envers les manifestants et de criminalisation véritablement parce qu'on a nié la parole aux victimes, c'est-à-dire qu'on a tué des gens et on a fait croire que c'était à travers tout un vocabulaire qui était dans les médias qui les rendait des ordres, des délinquants, des trafiquants, donc on les déshumanisait. Et en fait, l'importance, c'est qu'il faut avoir clairement en tête que ce gouvernement est responsable des crimes contre l'humanité. Le régime d'Agnès, il a émis un décret quelques heures avant la répression à Sencata qui donnait feu vert à la répression des militaires, c'est-à-dire que tout meurtre qui allait se produire, c'est-à-dire ces massacres, on a exonéré des responsabilités les militaires, les tueurs. Donc, très clairement, le régime a vu le risque que la mobilisation populaire pour le retour de la démocratie prenne de l'ampleur et sa solution a été de tuer ces manifestants. Alors pendant ce temps-là, la liberté d'expression a été complètement muselée en Bolivie. Nous revenons avec Nadia Cruz, un défenseur des droits, pour qu'elle nous explique les attentats contre la liberté d'expression organisés par les putschistes en Bolivie. Nosotros hemos registrado 26 casos de atentados contra la libertad de expresión durante y post-conflicto. Los últimos nos han llamado mucho más la atención porque se atenta incluso contra la integridad física y contra la vida de periodistas. En Cochabamba igual ha sido el más fuerte, en el caso del periodista del diario La Opinión, que ha sido agredido físicamente con un puñal por parte de un miembro de la juventud de la Resistencia Juvenil Cochala. Ese caso, bueno, lastimosamente sus investigaciones son mínimas, las medidas de protección que se da a la víctima también son muy menores, pero sí son los que más nos preocupan. Pero también ha habido atentados contra antenas de medios. Entre los días entre el 9 de noviembre y el 11 de noviembre se han bajado como 3 canales en cuanto a las señales o las antenas de televisión. Han salido alrededor de 2 a 3 medios escritos de circulación nacional para la no impresión. Otros canales han bajado las emisiones a través de los portales web porque no había condiciones para continuar. Alors, ce coup d'État intervient, on va dire, dans un contexte régional de tentative de reprise en main par Washington et ses alliés de l'Amérique latine, ou en tout cas des gouvernements progressistes d'Amérique latine. On voit avec quel acharnement les peuples du Venezuela, du Nicaragua, de Cuba doivent faire face de la part des États-Unis et de leurs alliés. Pourquoi ce coup d'État en Bolivie? Comment ose-t-on juger des dirigeants du Sud qui, pour la première fois, arrivent à mettre en place des politiques du droit au logement, du droit à l'éducation, à la santé? C'est-à-dire, a-t-on imaginé ce que ça signifie pour des peuples dans la misère extrême, dans la pauvreté extrême? Qu'est-ce que c'est de pouvoir vivre dignement, de les sortir de cette situation où on ne fait que survivre au jour le jour? Cette situation existe encore aujourd'hui en Amérique latine, mais nous avons eu une réduction de la pauvreté impossible à nier.
Même les FMI, la Banque mondiale, ce sont des organismes qui ont reconnu en fait les avancées de la Bolivie sur ces plans. Maintenant, on peut avoir toujours un regard méprisant quand on travaille dans une ONG, quand on est professeur à l'université et on va faire des statistiques et puis on va se dire, bah, finalement, ces présidents, ces gouvernements, ils ne cherchent qu'à s'installer au pouvoir. Mais humainement, nous avons une identification du peuple avec ces processus. Et ça, c'est une signification historique. Et bien justement, nous avons été poser la question, non pas à un intellectuel, mais précisément à une femme de ce peuple bolivien. Nous sommes maintenant avec Segundina Flores. Segundina Flores est la secrétaire générale du mouvement de femmes paysannes et indigènes Bartolina Sisa. Como antes en Bolivia no teníamos carreteras, no teníamos muchos colegios, no teníamos muchas canchas, no teníamos de leer, escribir las personas, especialmente mujeres. Hemos avanzado en Bolivia de tener en la nueva constitución política del Estado plurinacional la participación de la mujer, a las mujeres indígenas especialmente en igualdad de derecho. Tenemos unas normas que protegen a las mujeres, eso se ha avanzado muchísimo. La participación en la práctica de las mujeres en Bolivia, dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en tener participación la mitad de mujeres, la mitad de varones. Eso está constitucionalizado, eso está en normas, leyes, pero hoy lamentablemente una mujer nos masacra a mujeres indígenas, a mujeres campesinas, a mujeres de pollera. Hoy en día un dictador de un golpe cívico-militar, policial, actual coyuntura estamos viviendo, todo después de 14 años. Vivir la democracia, hoy en día nos dan un golpe, pero ese golpe trabajado, maniobrado desde Imperio Yanqui, desde Norteamérica, por supuesto algunos desde Europa, pero mayormente es desde Norteamérica. ¿Por qué desde Norteamérica nos dan golpe a Bolivia? Porque hoy en Bolivia tenemos recursos naturales, tenemos muchos, estaño, oro, es primer litio. Por eso nos dan golpe de Estado. Nosotros vamos a defender nuestra economía, vamos a defender los recursos naturales, vamos a defender la democracia y vamos a defender la justicia social. Alors dans le même temps où la répression de la dictature bolivienne s'acharnait contre le peuple, il y a eu aussi une répression contre les principaux dirigeants du MAS. Donc le parti d'Evo Morales a commencé d'ailleurs par le président Evo Morales et son vice-président Alvaro García Linera, mais aussi contre des dirigeants de ce parti, de ce mouvement, excusez-moi, de ce mouvement politique qui ont été obligés de demander l'asile politique à l'ambassade du Mexique. Et figurez-vous qu'ils n'ont pas obtenu, enfin le Mexique n'a pas obtenu de sauf-conduit, et ils sont encore donc à l'ambassade du Mexique. Et puis, dans les mois qui ont suivi l'installation de la dictature, tout au long de l'année 2020, il y a eu toute une tentative encore une fois, de lawfare, de judiciarisation de la politique. Alors non seulement en essayant de traîner le président Evo Morales devant les tribunaux pour soi-disant crimes contre l'humanité, mais aussi d'essayer de le juger, ça c'est un comble, pour un écocide. D'une part, donc pour ce qui atteint le président Evo Morales, qui donc est réfugié en Argentine en ce moment, mais aussi dans la perspective justement des élections, il y a eu plusieurs tentatives du régime bolivien et de la justice bolivienne pour interdire le parti, le MAS, et pour écarter les possibles candidats. Donc là, je vous renvoie aussi aux vidéos que nous avons fait sur ce sujet pour l'Équateur, parce qu'il s'agit de procédés quasiment similaires. Et donc, des plaintes ont aussi été déposées contre Luis Arce, qui est le candidat du MAS à ces prochaines élections, pour essayer, d'une part, de ne pas ou d'interdire l'instrument politique et électoral qui permettrait aux Boliviens d'avoir
l'option électorale dans la continuité des politiques d'Evo Morales et puis aussi de s'attaquer aux potentiels candidats. Alors, en ce qui concerne ces tentatives, elles n'ont pas abouti et donc il y a un candidat du MAS, donc Luis Arce peut se maintenir. Je demande maintenant au journaliste, donc Alexandre Flum, de nous faire un panorama des candidats qui vont se présenter ce dimanche 18 octobre à l'élection présidentielle de Bolivie. Oui. Et donc, la situation, c'est que nous avons plusieurs partis et sûrement les tâches vont se distribuer. Alors, nous avons donc Carlos Mesa qui n'est pas un inconnu. Donc, loin de là, il a été vice-président de la Bolivie en 2002. Il a été donc accusé de détournement de fonds pendant son mandat. Et c'est une droite, on va dire, qui se veut plus respectable. Mais à côté aussi, nous avons Camacho, qui est un jeune de 41 ans, bon, pas si jeune, mais c'est quelqu'un qui vient dans sa jeunesse, il avait été membre de l'Union Juvenil Cruceñista, qui, je rappelle, la Fédération internationale des droits de l'homme a qualifié de groupe paramilitaire. Peu importe, nous avons Carlos Mesa, Luis Camacho, Agnès qui maintenant n'est plus candidate, mais ce sont tous des gens qui sont impliqués, des gens qui ont le sang sur les mains. D'accord, alors va pour les candidats les plus importants donc de la droite bolivienne et Luis Arce dans tout ça. Qu'en est-il du candidat du MAS? Luis Arce, je pense que c'est un choix intelligent de la part du MAS, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été étroitement associé à tous les succès du gouvernement d'Evo Morales. C'est-à-dire qu'il était ministre de l'économie. Pendant juste une petite parenthèse de quelques mois, il ne l'a pas été, mais ensuite il a repris cette fonction. Et donc, il peut se revendiquer d'un vrai bilan. Donc, ce que ses opposants, c'est tout le contraire. Donc, Carlos Mesa, en fait, et on l'a vu aussi avec tout l'entourage du régime, leur seul but, c'était de privatiser. Donc, par contre, Luis Arce, donc, il veut justement, et dans sa campagne, on a pu le voir, le thème du lithium, c'est un thème important. C'est-à-dire que la Bolivie est consciente d'avoir les réserves les plus grandes de lithium au monde. Et pour une fois, donc, elle a ces projets d'industrialiser ces ressources. C'est-à-dire, là, on est dans un regard vraiment sur le moyen-long terme. La vision de long terme des développements des souverainetés nationales de Luis Arce, je pense que beaucoup de Boliviens la soutiennent et c'est une chose qui est raisonnable. On ne peut pas non plus, depuis l'Europe, parfois avoir des critiques extrémistes dans le sens où nier le droit au développement de ces pays. Certes, il doit y avoir des réglementations environnementales, tout ce qu'on veut, mais ça serait trop arrogant de la part des États-Unis, de l'Europe, de se mêler. Alors, si la Bolivie a des accords pour développer des batteries de lithium et d'industrialiser les pays, c'est globalement une bonne chose. Parce qu'elle sortirait d'un modèle qui serait tout simplement extractif. Plusieurs enquêtes ont montré que Luis Arce serait en passe de gagner l'élection présidentielle au premier tour. En Bolivie, tout comme en Équateur d'ailleurs, pour gagner l'élection présidentielle au premier tour, il suffit de faire 40% des voix, mais avec une différence de 10% avec le second. Et donc, c'est ce qui déjà était en jeu l'année passée lors de l'élection d'Evo Morales. Et encore une fois, on voit que Luis Arce pourrait atteindre la barre des 10%, mais avec une marge très restreinte. Donc là, évidemment, il y a eu, en tout cas de la part des partisans du MAS, des suspicions de fraude, ou comme, pour parler le langage onusien, des motifs raisonnables pour croire qu'il pourrait y avoir des suspicions de fraude. Pourquoi? Alors, premièrement, il faut savoir
que la mission de l'OEA, donc qui avait émis ce rapport pour décrédibiliser, délégitimer l'élection d'Evo Morales, qui a mis le feu aux poudres finalement au coup d'État de l'année passée, comme nous le rappelait Alexandre Frunz précédemment. La mission de l'OEA a été reconduite pour être observateur international dans son intégralité, c'est-à-dire qu'il s'agit des mêmes membres qui ont avalisé le coup d'État l'année dernière. Il faut savoir qu'il y a eu 4 études indépendantes depuis. Il y a eu l'étude d'un think tank nord-américain, états-unien, le CEPR, qui a montré que l'élection d'Evo Morales était complètement valide. Il y a eu aussi une étude du CELAG, qui est un institut de recherche latino-américain, qui lui aussi a montré que l'élection était totalement valide. Et puis des universitaires basés aux États-Unis ont eux aussi montré que cette étude était valide. Cette troisième d'ailleurs option est intéressante puisque dans les universitaires qui ont démontré une fois de plus que l'OEA avait menti, il y a un opposant vénézuélien dont on ne peut suspecter de sympathie avec Evo Morales. Donc de remettre la même mission électorale de l'OEA, c'est un message, bien entendu, c'est un message qui s'est aussi défini par la réunion de Murillo, qui est le ministre d'État, ministre de l'Intérieur de Bolivie, qui s'est réuni il y a quelques jours avec Luis Almagro, donc le secrétaire général de l'OEA, et puis par la suite avec Mike Pompeo, et qui commence à installer la matrice que les partisans du MAS vont crier à la fraude et donc de légitimer une répression. C'est-à-dire que le scénario commence déjà à s'écrire. Et puis en plus de ça, il y a d'autres indices qui sont très préoccupants. Je rappelle que lorsque le coup d'État avait eu lieu l'année dernière, une des premières mesures des putschistes avait été d'arrêter et d'emprisonner les autorités du tribunal suprême électoral et de les remplacer immédiatement par une personne qui s'appelle Salvador Romero, comme donc directeur principal du tribunal suprême électoral, qui est l'organisme chargé d'organiser les élections en Bolivie. Et ce Salvador Romero a un curriculum vitae un peu particulier, puisqu'il est très très proche, il ne s'en cache pas, du candidat donc de droite Carlos Mesa, et en plus, il a été un employé du National Democratic Institute au Honduras, dans une période clé qui était les élections qui ont servi à blanchir l'image des putschistes au Honduras en 2009. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête, le National Democratic Institute? C'est la branche internationale du Parti démocrate des États-Unis et c'est aussi une des pattes de la NED, du Fonds national pour la démocratie, donc cet organisme qui était chargé, selon les mots de son fondateur Alain Weinstein, de faire ce que la CIA faisait jusqu'à la fin des années 70. Donc là, on voit déjà que le recteur principal du tribunal suprême électoral bolivien n'est pas du tout impartial et qu'il a même une certaine expérience dans l'organisation de fraude, comme on a pu le voir au Honduras après le coup d'État contre Mel Zelaya. Qui plus est, et c'est un autre thème qui a été dénoncé par les partisans du MAS, qui ont fait valoir leur crainte légitime de voir que les urnes électorales vont être surveillées par la police et les militaires, c'est-à-dire par des acteurs majeurs du putsch contre Evo Morales il y a un an. Donc effectivement, on peut se poser des questions, des doutes légitimes sur le fait que la possible victoire de Luis Arce au premier tour pourrait ne pas avoir lieu ou à cause de manipulation des résultats. Mais nous n'en sommes pas là. Nous vous mettons d'ores et déjà en garde, en tout cas on essaie de protéger votre cerveau parce que les élections du 18 octobre en Bolivie risque de se suivre d'un bombardement de fake news ou en tout cas d'informations biaisées. C'est pour ça que nous avons réalisé cette vidéo et que les deux rives cherchent à vous offrir un autre point de vue, un autre son de cloche pour contrebalancer un peu ce que disent les médias dominants et pour vous aider à forger votre propre opinion. Comme vous le savez, les deux rives ne reçoivent de financement d'aucun milliardaire ni d'aucun État. C'est pourquoi nous vous invitons à nous soutenir et à participer à notre financement, notre
seule source de subsistance, c'est vous pour un autre point de vue sur l'Amérique latine. À très bientôt. Je vais même dire à très très bientôt, puisqu'à la semaine prochaine, puisque dès le mardi, nous ferons une vidéo d'analyse des résultats de l'élection bolivienne, donc d'essayer de comprendre ce qui s'est passé donc le 18 octobre et d'analyser les rapports de force en Bolivie avec évidemment des invités prestigieux. Je vous remercie et à la semaine prochaine.